Nous allons continuer et parler de dinosaures. Les dinosaures et la Bible. Les dinosaures et la Bible. Voilà un sujet qui redevient d'actualité. Pourquoi d'actualité ? Oh, parce que vous avez tous entendu parler de dinosaures. Nous sommes tous fascinés par ces créatures que l'on nous présente, gigantesques, cruelles, immenses. Vous êtes tous, non peut-être pas tous, mais beaucoup d'entre vous ont vu peut-être le film Jurassic Park, The Lost World. Et puis cette semaine, peut-être que certains d'entre vous ont vécu, en tout cas du moins en France, un œuf d'iguanodon volé par un oviraptor, repris par un ptéranodon et convoité par une ribambelle d'autres créatures préhistoriques, et qui franchit par la voie des airs et des eaux tous les obstacles pour atterrir sur une île de Lémuriens. Peut-être certains d'entre vous ont vu cette séquence. C'est la séance d'ouverture du film, du dernier dessin animé des studios Disney, qui s'appelle Dinosaures. C'est à vous couper le souffle. Et c'est vrai que beaucoup de ces films sont à nous couper le souffle. Et je ne veux pas vous dire la suite, mais il y a Aladar, le gentil iguanodon, qui va sortir donc de cet œuf. Et ensuite, Aladar et ses amis lémuriens vont rejoindre une horde de dinosaures et vont partir en route vers une terre promise. C'est vrai, un long périple semé d'embûches. Je n'invente rien, c'est ce que j'ai trouvé dans le Figaro, que j'ai pris dans l'avion jeudi en partant de Washington. Et il y a dans ce dernier film de Walt Disney, des studios Disney, nous dit Thomas Schumacher, président de Walt Disney Future Animation, il y a dans Dinosaures des références bibliques. L'Ancien Testament est une constante source d'inspiration. Aladar, c'est Moïse. Donc les dinosaures et la Bible, on peut dire que c'est d'actualité, puisque Dinosaures, le film de Walt Disney, est sorti en France mercredi dernier, 29 novembre, sur les écrans. Et je ne sais pas en Suisse s'il est déjà sorti ou s'il a dû sortir en même temps. Donc voilà, Dinosaures est également d'actualité. Les dinosaures et la Bible. Nous sommes en pleine actualité. Alors quand on parle de dinosaures, on se demande, mais est-ce qu'ils ont vraiment existé ? Et puis, quand ont-ils été découverts ? En quoi sont-ils différents ? À quelle époque ont-ils vécu ? D'où viennent-ils ? Que mangeaient-ils ? Apparemment de la viande, non ? Pourquoi des fossiles de dinosaures ont-ils pu vivre à des époques récentes ? Que de questions que nous allons chercher à répondre de façon aussi très brève, sinon, je vous dis, on en aura pour très longtemps. Et enfin, que leur est-il arrivé ? Alors déjà, pour répondre un petit peu, des vestiges de dinosaures, c'est vrai qu'on en trouve partout. C'est omniprésent autour de notre planète. Que ce soit des cimetières d'os, des traces de dinosaures, des œufs de dinosaures, eh bien, des gens vont fouiller, vont gratter la terre, récupèrent des ossements et finalement reconstruisent un superbe animal sur la base d'ossements qu'ils ont trouvés, reconstituent ce qu'aurait pu être le dinosaure. Alors quand on parle de vestiges, on parle bien sûr de fossiles, et la fossilisation est un phénomène tout à fait exceptionnel et extraordinaire qui nous permet d'avoir des restes d'organismes vivants et des restes qui sont sous la forme solide. Vous avez peut-être eu déjà des fossiles dans les mains, c'est du costaud. Ça va rester, ça ne va pas se dissoudre, ça ne va pas moisir. Ce qui se passe pour qu'il y ait une fossilisation, c'est qu'au moment de la mort d'un organisme vivant, au moment de la mort de cet organisme vivant, eh bien, l'organisme est recouvert de sédiments. Alors, ça peut se passer, par exemple, dans les rivières, dans les lacs, etc. Et ensuite, petit à petit, eh bien, la matière organique des eaux est remplacée par des minéraux.
le tissu osseux remplacé par une matière minérale. Et nous obtenons ensuite une espèce de moulage naturel. Alors vous avez chaque numéro correspond un petit peu à ce qui se trouve sur cette figure. Cette figure et ce texte, je l'ai tiré directement de l'encyclopédie, la grande encyclopédie des dinosaures. Un moulage naturel, et finalement par une érosion et le mouvement de l'écorce terrestre, nous allons pouvoir retrouver à la surface, ou pas très loin de la surface, des fossiles d'animaux ou de végétaux. Alors en France, même en Suisse, en France, on trouve des fossiles. Voilà, les différents points nous montrent les différents sites où on a trouvé, par exemple là, soit des iguanodons. Alors les taches vertes représentent la période ou l'époque à laquelle on croit qu'ils auraient vécu. Par exemple, l'iguanodon avec le titanosaure, avec le rhabdodon, avec le strutiosaure, etc., l'adrosaure, les points verts. Donc partout là, on a retrouvé des vestiges d'animaux, de dinosaures ayant vécu, ce qu'on nous dit, au Crétacé. Les carrés bleus, ce serait le Jurassique. Les triangles rouges, ce serait le Trias, sachant que le Trias serait plus vieux que le Jurassique, que le Crétacé. On va le voir tout de suite avec quelques diapositives. Peut-être que le plus célèbre des dinosaures, je pense que c'est l'un des plus célèbres à travers le monde, c'est Sioux. Un Tyrannosaure Rex qui est, depuis 1997, au Field Museum à Chicago. On a retrouvé 90% du squelette, un Tyrannosaure Rex de 12,50 m de long, 4 mètres au garrot, qui devait peser de l'ordre de 7 tonnes, et qui a été acheté par le Field Museum à Chicago pour la modique somme de 8,5 millions, 8,36 $. Au niveau où on est le dollar actuellement, ça fait beaucoup de francs français et de francs suisses, je pense. Donc, la plus célèbre, Sioux. Et vous avez ici des reconstitutions. Pour ceux qui sont connectés à l'Internet, ces images proviennent directement du site Internet du Field Museum de Chicago. Donc, vous pouvez vous connecter et aller voir en direct ces belles images et comment ils les ont obtenues. Mais, quand a-t-on découvert des dinosaures? À partir de quand? Eh bien, la première personne qui nous est relatée dans l'histoire à avoir trouvé des ossements de dinosaures, c'est Gideon Mantell, qui aurait retrouvé une dent d'iguanodon. Et ça nous est rapporté dans le journal Philosophical Transaction of the Royal Society of London, donc en 1825. Gideon Mantell, qui a retrouvé donc cette dent d'iguanodon et d'autres, et qui a redessiné ce qu'il pensait être la mâchoire de cet animal. Donc, dans les années 20, Gideon Mantell. Ensuite, il y a eu celui qu'on a appelé Sir Richard Owen, qui, lui, a, on peut dire, inventé le terme de dinosaure. C'est lui qui a décrit ces animaux comme terribles lézards, Deinosauros, dinosaures. Voilà d'où nous vient ce terme dinosaure. C'est dans les années, je crois, 1840-42, Richard Owen, donc, voilà, 1841, Richard Owen, qui le premier a utilisé ce terme. Et donc, si on ne trouve pas le terme dinosaure avant, c'est parce que le mot n'existait pas. C'est comme ordinateur, vous ne le trouvez pas dans les récits de Victor Hugo. Maintenant, ça je schématise, j'exagère un peu parce que l'ordinateur c'est quelque chose qui a été inventé dernièrement, tandis que les restes de dinosaures, je pense qu'on en a trouvé bien avant Gideon Mantell et puis Sir Richard. Donc, Gideon Mantell, il avait retrouvé des restes de 3 reptiles fossiles, Megalosaurus, Iguanodon et Ilesaurus. Alors, Megalosaurus, la technologie me joue un tour, voilà la dent qu'il avait retrouvée et une dent, un morceau de dent
d'iguanodon aussi qu'il avait retrouvé. Alors bien sûr, il y a des anecdotes par rapport à toute la reconstitution qui avait été faite, l'un plaçant la dent sur le crâne, etc. On ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, les dinosaures? Ou qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les dinosaures? Eh bien, ils sont différents des reptiles. Pourquoi? Parce que les reptiles, on les trouve dans une posture rampante. Alors, quand vous vous imaginez le corps, et là, les pattes, d'accord? Un crocodile, ça ressemble un petit peu à ça. Nous, en tant qu'êtres humains, on marche plutôt comme ça. Une vache, ça marche un peu comme ça. Eh bien, voilà, donc notre reptile, c'est comme les jambes très arquées. Les dinosaures, eux, avaient une posture tout à fait dressée. Voilà ce qu'il y a de particulier et d'assez intriguant pour les dinosaures. Oh, mais ce n'est pas tout. Il y a bien sûr la taille gigantesque qu'on leur accorde. Vous voyez ici des traces de dinosaures. On peut facilement baigner un bébé à l'intérieur, même un enfant. Il y a des dinosaures qui devaient peser, suivant le squelette qu'on a retrouvé, comme cet argentinosaure, de l'ordre de 100 tonnes. 100 tonnes, c'est quand même pas mal. Essayez de vous imaginer ça en face d'un animal pesant 100 tonnes. Déjà, essayez de vous représenter une tonne, ce que c'est. Une tonne, vous prenez, vous allez, les amis suisses, là, vous allez certainement apprécier ça, vous prenez le TGV et vous allez au mois de février-mars prochain au Salon de l'Agriculture, à Paris. Ça vous donne l'occasion de visiter Paris et de voir des très beaux animaux. Vous allez voir des beaux taureaux charolais qui font largement une tonne 2, comme ça. Eh bien, vous vous imaginez un animal qui en ferait pas loin de 100. Donc, 100 taureaux charolais, ou limousins, ou bleu d'Aquitaine, ou bleu blanc belge, je ne veux pas faire davantage suivant les races, mais une centaine de taureaux comme ça que vous assemblez ensemble pour produire un seul animal. Donc, une taille gigantesque. Et c'est vrai, les dinosaures, on leur attribue souvent, ou on a l'impression, quand on parle de dinosaures, qu'ils étaient tout à fait gigantesques. Impressionnants. Et puis, de ce qu'on nous rapporte dans les médias, ça doit être des animaux très cruels. Une cruauté inimaginable. Pensez à Tyrannosaure Rex. Quand on va voir Jurassic Park, on en est effrayé. Vélociraptor, des animaux avides de sang, de chair, etc. Donc, des animaux, en tout cas une image qui est donnée, qui fait peur, et qui attire justement parce que ça donne des frissons dans le dos. Et c'est une des raisons du succès du dinosaure aussi, à l'heure actuelle, dans les films et tout, c'est des bêtes qui nous fascinent. Tout à fait fascinantes. Pourtant, il faut savoir que quand on regarde parmi les squelettes de dinosaures retrouvés, eh bien, on trouve 30 fois plus d'herbivores que de carnivores. Donc les dinosaures carnivores, ce n'est pas la majorité. Et puis, on trouve des dinosaures de petite taille, de très petite taille même. Vous avez déjà vu des œufs de dinosaures ou des reconstitutions d'œufs de dinosaures? Ou même les Ottosaurus, notre petit animal sur votre droite, il avait à peu près la taille d'un chien moyen, pas très grand comme dinosaure. Compsognathus, il y a une très belle image dans Jurassic Park où vous en voyez tout plein, en train de courir dans un champ. Eh bien, il avait à peu près la taille d'un poulet, pas très grand non plus comme dinosaure. Et puis, Maiasaura, un grand dinosaure, mais voilà des petits qui viennent d'éclore. Ils ne sont pas grands non plus. Et si finalement on observe et on établit un petit peu une moyenne des différents squelettes de dinosaures qu'on a retrouvés, on prend une taille moyenne, eh bien, ce n'est pas un animal gigantesque, c'est plutôt des animaux qui, en moyenne, auraient fait la taille d'un petit cheval, en tout cas pas plus gros. La taille moyenne. Bien sûr, ça n'exclut pas qu'il y en a des très gros
et d'autres des très petits. Mais avec une particularité, c'est qu'un jeune dinosaure qui vient d'éclore, il est petit, il n'est pas grand, et qu'il va grandir, et au cours de son existence, il ne va pas arrêter de croître et de grandir. Donc, Tyrannosaure rex, à un moment donné, il est petit. Les œufs de Tyrannosaure rex ne sont pas immenses, ou de Diplodocus, ou de que sais-je encore. Non, ils sont petits. Et même, vous avez ici l'un des plus petits dinosaures que l'on a retrouvé, Musaurus. Voilà le crâne, à peu près 20 cm de long. Eh bien, à côté d'une souris, ce n'est pas très grand. Ce n'est pas la forme vivante réelle, c'est une reconstitution. D'accord ? On n'en a pas encore retrouvé de Musaurus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un œuf de dinosaure, ce n'est pas très grand. Ben, voici des œufs de dinosaures avec l'échelle. L'échelle est donnée par un œuf de poule, tout normal. Donc vous avez des œufs qui sont très petits, et l'œuf ici présenté, c'est l'œuf de ce dinosaure-là, qui était quand même quelque chose d'un peu plus grand que Tyrannosaure rex, le Therizinosaure. Vous pouvez aller voir, par exemple, dans la grande encyclopédie des dinosaures, la taille par rapport à un être humain. C'est quand même considérable. Donc des œufs pas très gros par rapport à la taille adulte ou la taille des vieux dinosaures. Donc, petits dinosaures, il en existait des très petits qui ne poussaient pas beaucoup durant leur vie, mais il y avait aussi, tous les jeunes dinosaures étaient petits. Alors maintenant, d'où nous viennent les dinosaures ? Alors il y a bien sûr ce qu'on nous dit, c'est que les dinosaures auraient évolué il y a environ 235 millions d'années, qu'ils auraient régné en maîtres de la Terre depuis le Trias à travers le Jurassique jusqu'au Crétacé, donc de l'époque 225 à 200 millions d'années, 200 à 135 millions d'années, etc. Et qu'ils se seraient éteints il y a environ 65 millions d'années. Alors, les premiers dinosaures, nous dit-on, devaient être comme ceci. Herrerasaurus, Eoraptor, des dinosaures du Trias, c'est-à-dire de la première période des dinosaures, auraient été comme ça, découverts en Argentine en 92, par exemple, les Eoraptor. Et si l'on regarde bien les squelettes de ces premiers dinosaures, ou les squelettes de ces animaux qui nous sont décrits comme étant les premiers dinosaures, moi j'ai un problème. C'est que je ne les vois pas dinosaures à 25% ou 30%, c'est que je les vois dinosaures à 100%. Si vous observez ces squelettes, ce sont des squelettes de dinosaures. Ce ne sont pas des formes transitoires entre un autre animal et un dinosaure. Non. Ce que l'on voit apparaître dans le registre des fossiles, ce sont d'un seul coup des dinosaures qui sont vraiment des dinosaures. Pas de forme intermédiaire avec d'autres animaux. Sur la base de ces squelettes, on vous dessine le monde des dinosaures. Voici pour les amateurs de philatélie une planche de timbre américain. Alors je ne vous la passerai pas, mais je l'ai à la maison. Une scène au Colorado, il y a de cela 150 millions d'années. Une scène qui a été faite bien sûr par un artiste à partir de quelques ossements placés sur une table. Donc quand même, ils avaient quand même des animaux quasi entiers, des squelettes quasi entiers, très bien conservés. Mais bon, les squelettes, c'est une chose. Reconstituer ensuite toute une scène, c'est quand même une autre. Et donc vous avez là, en haut, le Colorado. En bas, je crois que c'est une scène au Montana. Il y a de cela 75 millions d'années. Alors 75 millions d'années, ce serait juste avant qu'ils s'éteignent. 75, 65, 10 millions d'années, c'est rien du tout. Vous avez des animaux intéressants là. Mais alors, ils se sont éteints apparemment il y a 75 millions d'années, nous dit-on. Que leur est-il arrivé ?
pour qu'ils disparaissent comme ça? Pourquoi sont-ils morts? Pourquoi se sont-ils éteints? Alors les théories vont bon train. Savez-vous qu'il y a plus d'une centaine de théories sur la disparition des dinosaures, qui vont depuis la chute d'un astéroïde sur la Terre, ayant bouleversé complètement le climat terrestre, jusqu'à des maladies parasitaires, jusqu'à des petits mammifères qui auraient été dévorés les œufs de dinosaures, et donc qui petit à petit auraient exterminé tous les dinosaures. Il y a des dizaines et des dizaines de théories, mais il n'y a aucune certitude. Alors, ce qu'il y a par contre quand même, quand on regarde toutes ces théories, et il y a différentes écoles qui s'affrontent, mais en gros, il y a deux écoles, mais il y a des points communs et des choses qu'ils disent tous les deux. C'est qu'il y a un changement climatique global dont la cause et la rapidité sont inconnues, qu'il y a une perturbation terrestre massive au moment de leur disparition, et qu'il y a une extinction de masse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'animaux qui sont morts, et pas seulement des dinosaures, mais beaucoup d'animaux morts. Alors les deux écoles qui s'affrontent un peu, c'est l'école qui dit bien que les dinosaures, finalement, sont morts de façon catastrophique, et après il n'y en avait plus, et puis d'autres sont dit « Oh, ça s'est fait quand même petit à petit », comme par exemple le mammifère qui mange les œufs de dinosaures. Quand même tout à fait intéressant, différentes écoles, mais des bases que l'on pourrait trouver aussi dans certains versets de la Genèse. Mais alors, vous allez me dire, mais comment peut-on situer les dinosaures dans la Bible? Est-ce que nous trouvons des récits de dinosaures dans la Bible? Ou est-ce que la Bible nous parle de dinosaures? Il faut commencer par la Genèse, le chapitre 1, qui nous relate la création du ciel et de la terre. Et on s'aperçoit que Dieu crée les animaux terrestres le 6e jour. Si l'on part donc du modèle biblique, les dinosaures ont été créés le 6e jour. Genèse 1, 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Pourquoi on ne trouve pas dans ce verset le mot dinosaure? Bien, le terme est un terme de 1841. Il ne peut pas exister avant. La Bible a été écrite bien avant 1841. Maintenant, les dinosaures étaient-ce à l'origine des créatures carnivores? Étaient-ce des animaux très cruels? Genèse 1, verset 30, « À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. » Nous avons donc au commencement des végétariens. Et puis, nous avons ensuite une explication dont nous ne pouvons peut-être pas comprendre toutes les implications, mais entre Genèse 1, 31 et Genèse 6, verset 12, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'à un moment, la terre nous est présentée comme très bonne, et Genèse 6, verset 12, elle nous est présentée comme corrompue. Et oui, entre Genèse 1, 31 et Genèse 6, verset 12, il y a des choses qui se sont passées. Il y a eu la désobéissance de l'homme, l'entrée de la mort, du péché. Donc le monde que nous observons aujourd'hui, ça n'est qu'un pâle reflet de la création originelle. Maintenant, la répercussion de cette entrée du péché dans le monde, on n'en connaît pas toutes les implications. On ne peut pas faire des investigations très poussées au niveau scientifique parce qu'on ne peut pas le revivre, refaire une expérience. On peut simplement tirer quelques hypothèses. Mais simplement, tout comme tout à l'heure, nous l'avons vu, deux modèles complètement différents, c'est que la mort entre dans le monde
après la désobéissance. Et cette mort, cette malédiction qui s'abat sur la terre, sur les animaux, sur l'homme, il nous en est donné un exemple dans l'Épître aux Romains, où il a dit que la création tout entière soupire et se languit. Alors qu'au début, Dieu avait créé toutes choses bonnes et parfaites. L'entrée du péché a dû avoir des conséquences tout à fait dramatiques et des répercussions dont nous ne pouvons avoir qu'une faible idée aujourd'hui. Hop, pardon. Problème technologique qu'on va réparer. Ah, c'est beau la technologie moderne quand ça marche. Pardon. Voilà. Donc des répercussions que l'on ne peut pas tout à fait estimer, l'entrée du péché. Simplement, on voit la conséquence du péché et on voit dans Genèse 6 et 7 que Dieu a dû détruire ce monde, le monde d'alors, a dû apporter un jugement qui est venu par l'eau, par le déluge, et que Dieu a permis que certains hommes, Noé en l'occurrence et sa famille, survivent, repeuplent la terre, mais qu'avec lui, il a aussi prévu que les espèces animales soient sauvegardées. Mais alors, me direz-vous, comment est-ce que Noé a réussi à mettre tous ces animaux dans l'arche? C'est vrai qu'avec l'image que l'on nous donne des dinosaures et l'image que l'on nous donne de l'arche aujourd'hui, on a bien des problèmes à mettre les dinosaures dans l'arche. Pourquoi? Quand je regarde les livres d'images de mes enfants, l'arche ressemble à quelque chose comme ça ou comme ça, et c'est vrai que dans une telle arche, j'aurais du mal à mettre des dinosaures. Même si c'était des jeunes dinosaures qui ne sont pas petits. Mais l'arche n'était pas comme ça, mais plutôt comme ceci, avec un être humain ici en bas. Et donc, si l'on calcule ensuite, si l'on regarde ça, c'est basé sur des dimensions de l'arche quand même, qui sont données dans la Genèse, des dimensions tout à fait particulières. Et si l'on regarde la capacité de l'arche, plus de 43 000 mètres cubes, si l'on regarde aussi à quoi ça correspond, en termes d'espace, il y avait assez de place pour des animaux en grand nombre. Et dans l'arche, on n'avait pas besoin de prendre une vache de race Simmental, une vache de race Holstein, une vache de race Montbéliarde, une vache de race charolaise, etc., puisque ces races sont venues au cours de la domestication. À l'époque, et c'est ce que j'ai cherché à vous faire comprendre tout à l'heure sous le terme de microévolution, à l'époque, il y avait ce qu'on peut appeler espèces de base ou types de base qui ensuite ont été sélectionnés, tout comme les races de chiens. Et ça réduit de façon considérable le nombre d'animaux nécessaires dans l'arche. Vous en avez, je pense, une description assez détaillée dans le livre « Le monde qui a péri ». Mais il y a quelqu'un qui s'est amusé, John Whoop-Morat, s'est amusé à calculer toutes les implications, le nombre d'animaux qu'elle pouvait contenir, etc. Je vous en livre juste quelques exemples. C'est que sur tout cet espace-là, avec par exemple 16 000 animaux, 8 000 genres donc, il n'y aurait que 1200 mètres cubes d'occupés. Ce qui ne fait pas grand-chose et ce qui laisse beaucoup de place à tout ce qu'il fallait pour s'occuper des animaux et à des animaux même de taille un peu plus grande.